L'oreille indiscrète. Votre magazine de la mi-journée. Du lundi au vendredi, de midi à 13 h. L'oreille indiscrète avec David. Au confluent du Rhône et de la Saône, le musée s'installe au cœur d'une structure monumentale entre cristal et nuages. Édifice unique au monde, par son point de vue sur la confluence et son architecture. Bonjour Bruno Giacomi, directeur scientifique. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le Muséum du 1er siècle. Depuis le 20 décembre, le musée des confluences est ouvert au public. Donc depuis cette date, combien de visiteurs ? Eh bien, il y a quelques jours, nous avons passé la barre des 100 000 visiteurs. C'est considérable. Ravis. Ah oui, tout à fait. Vous êtes oui. dans l'objectif ? Oui, notre objectif était de l'ordre de 500 000 par an. La première année, je pense qu'on sera bien au-delà. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est de voir des sourires, des enfants ravis, des parents heureux. Ça, c'est vraiment notre récompense. On est dans un endroit où les gens nous passent. Et bon, il y a il y a l'exposition sur Guimet juste en dessous de nous. Je vous invite vraiment vivement à aller visiter. Moi, j'irai voir. Je reviens sur l'architecture, Bruno Giacomi. L'architecture en confluence entre Rhône et Saône. Présentez-nous en quelques minutes ce monumental musée. Alors, l'architecture est une architecture de l'école dite déconstructiviste, ce qui lui donne cette allure que d'aucuns qualifient de vaisseau spatial, etc. C'est une agence autrichienne qui s'appelle Coop Himmelblau et qui fait des bâtiments à l'architecture assez spéciale, si l'on veut. Mais nous, ce qu'on apprécie au premier plan, c'est qu'au-delà d'un bâtiment très complexe extérieurement, c'est un bâtiment extrêmement fonctionnel et extrêmement agréable à vivre pour le public comme pour l'équipe qui anime ce musée. Ce musée, 33 mètres de verrière, qu'on peut dire le cristal à la fonction de la place, où il y a une place urbaine, un espace dédié à l'entrée du public et à la circulation des visiteurs. C'est très facile à circuler ici. Tout à fait. Et le cristal est le lien qui relie le nuage, c'est-à-dire là où se trouvent les expositions, à la ville finalement. C'est le point de mire un petit peu de l'entrée du musée, c'est le grand hall d'accueil. Mais ce qu'a voulu l'architecte, c'est que le nuage soit effectivement en suspension sur quelques piliers, quelques poteaux, de manière que le public puisse continuer à passer dessous et que le musée ne soit pas une entrave à la déambulation, mais un lieu que l'on aborde d'une manière très familière au sein d'un grand jardin qui est encore en train de se terminer, qui sera ouvert au printemps au public, et puis au bout de cette pointe, cette zone sud de la presqu'île. 1900 mètres carrés baignés par la lumière, c'est considérable. C'est un pôle d'entrée, c'est un pôle de circulation, de rencontres, d'échanges. Oui, tout à fait. Et on voit, les gens circulent beaucoup, il y a une passerelle, il y a plein de lieux très lumineux, comme le sont les espaces dans lesquels on peut circuler dans le musée. Il n'y a que les salles d'exposition qui sont dans la pénombre, à la fois pour préserver la qualité des objets, la conservation des collections, mais aussi pour faciliter je dirais le regard, l'observation. C'est-à-dire qu'on est quasiment seul face aux objets dans les salles, alors que ailleurs on est dans des espaces d'échange où l'on discute, où on échange. C'est vraiment très agréable. On va parler des 4 actes. Le premier, c'est l'origine, les récits du monde. Le second, c'est la société avec le théâtre des hommes. Loïc vous demandera sur la maille du vivant, en espèce, et Lucas viendra sur la vision de l'au-delà. Alors, pour les origines du monde, que pouvons-nous admirer dans le premier volet, justement ? Alors, dans cette salle consacrée aux origines, en fait, on propose au public de partir de l'homme, jusqu'au Big Bang. Et de remonter cette histoire jusqu'au Big Bang. Vous me direz, c'est un peu ambitieux, c'est vrai. Mais on vous prend par la main et en traversant les âges, comme ça, vous voyez des singes, des os d'hommes de Néandertal, puis des dinosaures, des mégacéros,
tout ça, disons, le mammouth de Choulan. Le fameux mammouth de Choulan qui a été retrouvé il y a 300 000 ans. Il est vieux. Hein, il a encore quelques rides. Hein. Oui, bah oui. Hein, il a été retrouvé donc sur la montée de Choulan à Lyon. Tout à fait. Mais En raison, on a fait des travaux. Mais comment c'était en 1859. Il y avait des travaux juste en dessus. C'était avant encore le tunnel de chemin de fer, mais c'est dans cette époque où Lyon se développe. Et donc en creusant dans la rue des Trois Artichauts, voilà qu'on a trouvé les restes d'un mammouth. Et il a fallu attendre quand même quelques années avant de le présenter. C'est en 1872 qu'il a été remonté et présenté au public dans ce qui deviendra le muséum finalement. Ce qu'il a peut-être conservé, c'est qu'il y avait quand même, il y a 300 000 ans, il y avait quand même de la neige, il y avait des glaciers. Donc peut-être que c'est ça qui conserve aussi. Il était bien enfoui. Malheureusement, ses défenses sont en très, très mauvais état. Oui. Donc nous lui avons refait des défenses toutes neuves, en résine. Vous êtes content. Parce que les autres partaient en charpie. Parce qu'en fait, entre 1859 et 72, il est resté dans les caves du Palais Saint-Pierre, là où se trouve aujourd'hui le musée des Beaux-Arts, dans de très mauvaises conditions. Il s'est abîmé. Mais ça, c'est pas grave finalement. Aujourd'hui, le principe, c'est que les gens peuvent le retrouver et retrouver ce témoignage du moment où les glaciers des Alpes venaient jusqu'à Lyon finalement. Bruno Giacomi, parlez-nous de la goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est un lieu particulier dans l'exposition Origine où finalement on va aller en deçà, mais puisqu'on remonte le temps, ça va être après dans le parcours, du moment où émerge la vie sur Terre. C'est-à-dire que il y a quelques milliards d'années, on a les premières traces de la vie. Et on s'aperçoit à travers quelques objets, notamment du fer rubané ou des stromatolites, des choses qui ont des noms très compliqués, mais qui sont des choses absolument magnifiques et qui racontent des histoires. On s'aperçoit que la vie vient du fond des océans. Et donc le scénographe Mitya Kles, qui a habillé cette salle, eh bien, il a fait un passage dans lequel on passe au milieu de gouttes de verre, comme ça, et avec un éclairage très particulier, et on voit, on imagine cette vie émergeant de l'océan. Et ensuite, quand on a passé cette goutte d'eau, on arrive dans les périodes antérieures à la vie, c'est-à-dire le moment où s'est formé le système solaire, les galaxies, etc. On va parler de Spoutnik, le célèbre Spoutnik 2. Oui. Qui a mesuré le temps et l'espace. C'est le premier engin à transporter un être vivant, qui était la chienne Laika. Et oui, 1957, le bip bip qu'on a tous le entendu bip qui n'a pas... à la radio. Vous n'avez pas connu ça? Moi, je n'étais pas né encore. Nous, oui. Oui, absolument. Oui. On fait partie du bip bip, nous. Tout à fait. On a mis le Spoutnik à côté d'une sonde Huygens, là, dont on a encore reparlé ces jours-ci, qui avait découvert les satellites aussi de Titan, qui est allé sur Titan, le satellite de Jupiter. En fait, avec ces quelques objets, on raconte aussi non seulement l'histoire de l'univers, mais comment aujourd'hui on sait toutes ces choses-là sur l'histoire de l'univers. Et ça a été au départ avec des instruments tels que des astrolabes et des instruments d'optique. Mais aujourd'hui, c'est avec les satellites. Et lorsqu'on a envoyé les Spoutnik, puis tous ces satellites qui sont aujourd'hui un peu partout dans la galaxie, voire au-delà, eh bien, on connaît nos propres origines. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 13 milliards d'années naissait la Terre, l'univers, et il y a quelques 5 à 6 milliards d'années la vie sur Terre. C'est vraiment, je crois que c'était important aussi de ne pas simplement dire ce qu'on sait, mais de dire comment on le sait. Au cœur de cette exposition, il y a le célèbre Big Bang. Alors comment est-il présenté, ce Big Bang? Ah, le Big Bang, ça, nul ne sait comment il était. Ah oui, ça on ne peut pas savoir comment il était. Parce que c'était les premières minutes de l'univers et à une époque où le temps n'avait certainement pas la même notion qu'il peut avoir aujourd'hui. Non, là on a travaillé beaucoup avec un comité scientifique, avec des astrophysiciens, même des théologiens, tout un tas de gens qui nous ont aidés à mettre en scène ce Big Bang. Et là, on va le présenter dans un spectacle 3D où vous chaussez des lunettes et vous assistez, vous remontez le temps, mais alors d'une manière très rapide jusqu'à ces premiers instants de l'univers, et ensuite vous revenez jusqu'à aujourd'hui pour voir comment cet univers s'est constitué et s'est développé pour arriver aux planètes qui sont aujourd'hui et à cette espèce d'épiphénomène qu'est la vie
qui reste encore aujourd'hui assez mystérieuse. Loïc, quelques questions également, puisqu'il y en a à poser. Oui. Alors, bonjour Monsieur Jacomi. Alors, parmi les expositions, on peut retrouver le thème des espèces, la maille du vivant. Comment est-ce qu'on peut décrire ce thème ? Ce thème, il nous raconte quelle est la place de l'homme au sein du monde vivant. On a longtemps pensé que l'homme était bien au-dessus de tous les êtres vivants. Aujourd'hui, si l'on regarde objectivement tout cela, on s'aperçoit que l'homme est un animal qui, comme les autres, à part qu'il a quelques spécificités, c'est clair, mais c'est un animal qui est là, on essaye dans Espèces de le resituer dans ce grand monde du vivant, c'est-à-dire les animaux, mais aussi les végétaux, les bactéries, etc., les champignons. On est dans ce grand buisson du vivant qui est représenté comme une sorte de sculpture à l'intérieur de l'exposition. On est une toute petite branche à l'extrémité, une suite de hasards qui font qu'aujourd'hui nous sommes là à discuter alors que les insectes ne le font pas, ni les bactéries, mais qui sait, peut-être ce sera leur tour un jour. Tout à fait. Alors, le musée dispose de la 2e collection de momies animales au monde, après le Caire. Oui. En quoi cette collection est si spéciale pour qu'elle soit 2e au monde ? Eh bien, elle est spéciale parce qu'en fait, c'est un chercheur au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, Louis Lortet, qui s'intéressait à la faune. C'était un naturaliste, il s'intéressait aux espèces animales. Et il a eu l'idée de faire sa thèse sur la faune momifiée d'Égypte. C'est-à-dire qu'il est allé là-bas pour ramener des momies animales pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, et il avait un témoignage unique de tout ce qui pouvait exister en Égypte à l'époque soit à l'époque des pharaons, soit plus tard, etc. Donc il en a ouvert un certain nombre que nous avons dans nos collections, qui sont par exemple des oiseaux qui ont été remontés, donc des ibis, des canards, etc. Mais heureusement, les autres, il les a laissés intacts, et il y a comme ça plusieurs milliers de momies animales qui sont conservées et dont nous présentons quelques-unes, notamment les chats, qui sont vraiment très beaux. Et ça nous aide ici à comprendre aussi que à cette époque-là, ces momies animales qui servaient un peu d'ex voto étaient un accompagnement des momies humaines, finalement. Il n'y avait pas non plus cette supériorité de l'homme par rapport aux autres animaux. Donc il y avait une sorte de partage de territoire entre les hommes et les autres animaux. J'ai une question avant de poser, excuse-moi Loïc. Est-ce que les visiteurs peuvent toucher certaines choses, Ils peuvent toucher effectivement objets. Un certain nombre d'objets. C'est rare dans un musée. Ah ben oui, c'est mais voilà. Ah ben, si vous venez, vous pourrez toucher une énorme météorite qui est arrivée sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous la touchez, c'est une météorite réelle. C'est-à-dire que vous sentez le froid du métal, parce qu'elle est quasiment faite de fer pur. On peut toucher aussi un petit bout de lune, un petit bout de Mars aussi, qui sont arrivés sur Terre sous forme de météorites. Et vous pouvez aussi toucher un crâne de rhinocéros laineux, dont elle a un véritable crâne. On a quand même changé ses cornes, parce que vous savez que les cornes de rhinocéros ont fait l'objet d'un trafic il y a quelques années, donc on ne prend pas le risque de mettre des cornes originales. Vous parliez de... Oui ? Non, je voulais savoir, ça n'abîme pas les différentes structures, on va dire, que vous faites toucher, ça n'abîme pas? Alors, de mettre les mains... Oui, voilà, parce que ça détériore pas. On a mis comme pièces à toucher, soit des pièces qu'il est facile de remplacer, soit des pièces qui ne craignent rien, soit des pièces que nous avons achetées à dessein. C'est-à-dire que ces dernières années, on a fait pas mal d'acquisitions, et lorsqu'on a acquis, par exemple, des masques ou des pièces en Amazonie, eh bien, on a gardé un certain nombre de pièces comme matériel pédagogique que les médiateurs ont sur eux ou que l'on peut toucher dans l'exposition. Et on sait qu'ils vont évidemment s'abîmer, mais ils ne rentrent pas dans notre patrimoine national, si vous voulez. Donc, c'est un matériel un petit peu à part, mais je crois que c'était important de pouvoir toucher des pièces réelles et non pas seulement des pièces en résine, parce que on le sait bien, le contact est tout à fait différent, et la température des pièces nous en raconte presque autant que le matériau, que le fait de la voir finalement.
Tout à l'heure, vous parliez de momies. Pour ceux qui sont amoureux de l'Égypte, il y a une salle de momies? Alors, il y a dans l'une des salles, celle qui s'occupe de la éternité, de l'au-delà, Oui. il y a effectivement une momie égyptienne qui est présentée, et plus loin une momie péruvienne. On va en parler avec toi, Lionel. Et oui, on va Voilà. parler, ouais. Loïc. Alors, pour revenir au thème des espèces, on trouve aussi des éléments de médecine comme un microscope. Vers quelle période vers quelle période a-t-il commencé à développer la médecine? La médecine, elle, ça remonte très très loin, puisqu'on a des traces de crânes préhistoriques qui ont été trépanés. Donc on a des instruments médicaux depuis plusieurs millénaires, à la fin du néolithique déjà. Mais on peut si on veut parler de médecine un peu scientifique, c'est quelque chose qui va arriver au XVIIe siècle essentiellement. Et je crois que le XVIIe, c'est vraiment en Occident, j'entends, puisque la médecine chinoise, elle était très très antérieure, c'est l'époque de la grande révolution scientifique. Et les microscopes qui sont présentés, ils datent de cette période où finalement, en essayant d'aller observer les plus infimes éléments, quitte à observer au microscope des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu, on va découvrir à ce moment-là les protozoaires, tout ce qui est des micro-organismes, les spermatozoïdes, etc. Chose que l'on ne sait pas encore, même pas à quoi ça sert. On les appelle des animalcules, mais c'est ça qui va nous permettre ensuite de comprendre comment est faite la vie, comment la vie se développe. C'est le début véritablement de la biologie au sens moderne du terme. On va parler de l'au-delà maintenant. Ça, c'est un vaste discussion. Vaste discussion, et ça fait Lucas. partie d'une exposition permanente dans ce musée. On parlait des origines tout à l'heure pour en arriver finalement sur après la vie. Alors depuis tout temps, la question de la mort, elle se pose dans les sociétés occidentales. Cette thématique que vous abordez, elle est historique, scientifique, philosophique aussi. C'est pas trop difficile d'aborder ce sujet dans un musée? Ah si, c'est effectivement très difficile. Et j'avoue que pour cette exposition, nous nous sommes posé beaucoup de questions, et nous nous sommes fait accompagner aussi par des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des spécialistes de l'histoire, des religions aussi, parce que on touche non pas à des objets ou à des choses, mais on touche à des restes humains ou à des témoignages d'ancêtres qui peuvent être dans des objets. Et je dois dire que là, il y a à la fois une réflexion approfondie à mener sur la présentation et la sauvegarde de restes humains, et d'autre part, de réfléchir à la manière dont des personnes qui peuvent être sensibles, et notamment des jeunes publics, peuvent être troublés, voire choqués à la vue de restes humains, et je pense plus spécialement à la vue de cette extraordinaire momie péruvienne que nous avons, qui est une femme qui a été momifiée entre le 8e et le 14e siècle, quelque chose comme ça, qui est accroupie, qui a encore ses cheveux, qui a ses mains, et qui tient à la main le tissu qu'elle était en train de tisser et les instruments de la filature et du tissage. On l'a voulu alors du coup présenter d'une manière très discrète. On la voit par des sortes de fenêtres, très peu éclairées, de manière, comme je le disais tout de suite, à préserver à la fois le regard qu'on peut porter sur cette femme qui est là, qui aurait pu être, je dirais, notre arrière-grand-mère, et le choc que ça peut représenter de voir cette figure humaine accroupie dans cette position. Comment vous l'avez récupérée, cette momie péruvienne? C'est une momie qui est arrivée au musée au 19e siècle avec d'autres collections venant du Pérou. Et il y en a d'autres dans d'autres musées, et nous sommes aussi fait accompagner par des gens, des spécialistes qui sont au Louvre et tout ça. Mais je dois dire que des momies comme ça, on en a 3, mais c'est je dirais à la fois la plus impressionnante, la plus délicate, et c'est vraiment une pièce qui incite à la réflexion
sur l'au-delà, d'autant plus on n'a pas mis la momie seule, mais elle est accompagnée aussi de tout ce qui est le mobilier funéraire. Parce que comme pour ce qui est intéressant à travers les 3 exemples qui sont donnés, c'est-à-dire l'Égypte, le Pérou et le Caucase, à chaque fois qu'on a une sépulture, on a autour tout un tas de pièces. Alors ça peut être des objets du quotidien, ça peut être des oushepti pour l'Égypte, c'est-à-dire des petits serviteurs, des choses comme ça peut être des éléments de nourriture, mais qui sont destinés à accompagner le défunt dans l'au-delà, de manière que dans cette vie qui existe, qui est censé exister au-delà de la mort, eh bien, ils puissent continuer leur existence et pourquoi pas aussi intercéder auprès des ancêtres, auprès de nous, malheureux vivants, finalement, qui sommes sur Terre. En fait, vous essayez, comme eux l'ont essayé à l'époque, de magnifier la mort pour pas que les différents visiteurs qui viennent soient choqués, ou vous essayez de rendre la mort plus agréable, on va dire. En tout cas, on peut en parler après qu'on ait vu l'exposition avec ses enfants. Je pense effectivement que c'est une exposition où on suscite la question. Je trouve que effectivement, si devant ces momies, comme je l'ai vu, des enfants posent à leurs parents des questions, enfants qui aujourd'hui généralement ne voient pas un mort avant quasiment l'âge adulte, ce qui était plus fréquent dans les générations qui nous ont précédés, eh bien on doit être en mesure de susciter le dialogue entre générations. Je n'utiliserai peut-être pas le terme de magnifier, parce qu'on essaye plutôt de, comment dirais-je, de montrer les choses telles qu'elles sont, mais en préservant des outils de médiation qui soient les plus sensibles possibles. D'accord, alors l'Égypte, le Pérou, il y a même des œuvres contemporaines, je crois, sur ce sujet dans l'exposition. Pourquoi est-ce que l'on se passionne finalement pour cette fin de vie, pour l'après-vie ? Écoutez, moi je pense que en ayant consacré une salle à cette question, je crois qu'on se situe dans l'une des grandes questions du siècle qui s'ouvre. Je pense que dans notre société occidentale, nous avons une difficulté à parler de la mort. Oui. Et on voit qu'aujourd'hui, la médecine nous permet de reculer l'âge du décès de plus en plus. Mais le problème qui se pose souvent, c'est dans quel état arriverons-nous ? Et pourquoi est-ce que finalement on a peur de la mort, on a peur de cela, alors qu'un certain nombre de peuples franchissent cette barrière d'une manière, je dirais, beaucoup plus sereine. Et plus joyeuse. Et parfois plus joyeuse, effectivement. On le voit aussi dans cette exposition parce qu'il y a des vidéos où l'on voit des rites funéraires qui ne sont pas forcément des rites tristes, puisqu'en fait, pour certains, la mort est un passage dans un monde qui est peut-être nettement meilleur que celui qu'on vit sur Terre. Ça se fait encore au Mexique, quand on voit comment on fête les morts fin octobre. C'est assez impressionnant. Nous, en France, on n'imaginerait jamais quelque chose comme ça. Exactement. C'est festif. Ou certains pays d'Afrique. Aussi, oui. Oui. Est-ce que c'est une salle qui est très visitée, qui est très regardée ? Ah oui, il y a beaucoup de monde, et c'est une salle c'est marrant parce que aussi, enfin je dis c'est marrant, c'est intéressant de voir comme l'ambiance qu'on a voulu très sombre. En plus, il y a une sorte de, chaque pièce est séparée de l'autre par une sorte de moucharabier, une tôle perforée qui fait qu'on a une certaine transparence, qui illustre un petit peu le passage justement un peu poreux entre le monde des vivants et le monde des morts. Les gens la visitent d'une manière un peu intimiste finalement. Et il y a, vers le début de cette salle, des fauteuils dans lesquels on peut assister à des vidéos qu'on peut écouter et voir, et dans lesquels il y a un certain nombre de grandes personnalités. Je pense à Michel Vauvel, je pense à d'autres spécialistes de la mort qui vont expliquer pourquoi aujourd'hui a-t-on peur de la mort ? Comment la mort fait partie de l'histoire des peuples comme étant un élément clé de la structuration, je dirais, de l'existence même de l'homme et des sociétés. Et ça, c'est très très regardé par le public. C'est intéressant de voir comme finalement les gens aspirent à passer un moment de réflexion. Et après on verra bien ce qu'il en restera. Je pense que cette exposition devait être faite parce que sincèrement il existe très peu de musées où l'on aborde la question de la mort d'une manière aussi
en tant que tel finalement. Donc c'est une réussite pour vous. Ah, moi je pense, et j'attends beaucoup on attend les premiers échos aussi, Vous avez des enquêtes, on est en train de mettre en Ouais. route des enquêtes de public pour savoir un petit peu aussi comment les gens les perçoivent. Les Et puis réactions, ouais. je pense aussi que ce sera intéressant lorsque dès les vacances de février, nous aurons enclenché les visites scolaires. Je pense qu'il y a là un thème de réflexion tout à fait important. Je Surtout pense qu'on traite notamment beaucoup au collège, tout ce qui est Exactement. l'Égypte, les momies. Ouais, ouais. C'est beaucoup Et traité. peut-être, je me dis même les terminales en classe de philosophie, Oui, aussi. il y a certainement matière à réfléchir. Si on parlait des expositions temporaires, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Puis il y en a une qui arrive surtout. Il y en a une qui arrive. Alors voilà, il y en a 2 aujourd'hui, et il y en a une qui ouvre le 3 février. On va parler de celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, bah écoutez, au moment où on ouvre ce musée, nous avons eu, il nous a semblé, je dirais, indispensable de rendre hommage Oui. à nos ancêtres, à nous, l'ancêtre du musée. Et ces C'est-à-dire ancêtres, c'est d'une part Émile Guimet, cet industriel visionnaire qui, en 1879, construit le musée Boulevard des Belges tel qu'on le connaît aujourd'hui pour y créer un musée des religions à Lyon. C'est une véritable aventure et cette aventure, du coup, on va la raconter dans une exposition qui s'appelle Les trésors d'Émile Guimet. Pardon. En fait, je disais ça, c'est une partie importante de notre histoire parce que ce musée Guimet a donné lieu quelques années plus tard au musée Guimet de Paris, qui est aujourd'hui le musée des arts asiatiques Guimet, qui se trouve place d'Iéna et qui a exactement la même architecture que le musée lyonnais, qui est son père, si l'on veut. Donc, dans une grande exposition qui fait 700 mètres carrés, on raconte à la fois le côté industriel, le côté voyageur d'Émile Guimet, et son côté artiste, parce qu'en fait, en plus, il écrivait des opéras. Oui, j'ai été étonné, on Mais en tout a à parlé fait. hors antenne. Là. Il avait créé en plus un orphéon Ouais. pour ses ouvriers à Fleurieux-sur-Saône, etc. C'est vraiment une image d'un patron social du 19e siècle. Et vraiment, alors je dirais en tant que conservateur, sa vision du musée est une vision étonnamment moderne. Je crois que lui aurait été très content de voir naître ce musée des confluences parce que dans ce rapport que l'on a aux sociétés, aux autres, à l'homme, il y a quelque chose qu'il avait déjà voulu mettre dans son musée au siècle dernier. Il y a Enfin, combien de pièces au 19e siècle. Il y a combien de pièces qui sont représentées? Oh, il y a plusieurs centaines de pièces et notamment il y a le mandala qui nous a été prêté par le musée des arts asiatiques Guimet de Paris. Il y a des Bouddhas et il y a aussi beaucoup d'aquarelles qui ont été faites par Félix Régamet lors de leur voyage. Il y a aussi des pièces, alors très intéressantes, pardon, il y a des robes chinoises qui sont dans les collections depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont on ne savait pas trop quelle était l'origine et on a découvert en fabriquant cette exposition que ces robes étaient en fait les robes de scène de l'opéra qui s'appelait Taitsun, qui était destiné à représenter des dignitaires chinois et qu'il a fait faire en Chine par les mêmes artisans qui faisaient les robes royales, etc. Donc c'est des pièces qui maintenant nous racontent une part de notre histoire, une part de l'histoire de ce musée. Elle est jusqu'à quand cette exposition? Alors cette exposition fermera ses portes le 26 juillet. Voilà, parce qu'après il faut rendre les pièces à Il n'y aura Paris. pas de prolongation. Ah non, ce ne sera pas possible parce qu'en C'est pas plus, possible. dès le mois d'août, on monte une autre grande exposition, mais ça c'est une autre histoire. On en parle Un petit pour scoop. l'instant, un petit scoop ou pas On peut le dire, elle Oui. s'appellera L'Art et la Machine Oui. et elle ouvrira au mois d'octobre. Ce sera une grande exposition de 1500 mètres carrés qui occupera 2 salles et qui nous emmènera dans l'univers, je dirais un peu onirique, de la machine telle qu'elle est représentée dans les différents arts. Voilà. Ah oui. Ça, ça va être- Mais si je reviens à mon propos des Oui. expositions qu'il y a aujourd'hui, je disais Il y a l'un Guimet. de nos ancêtres, c'est Guimet, Mais- et l'autre, c'est un cabinet du XVIIe siècle. Alors au XVIIe siècle, il y avait des frères à Lyon, les frères Monconi, Gaspard et Balthazar, qui en fait ont constitué un magnifique cabinet de curiosité qui était couru
dans toute l'Europe. Beaucoup de gens venaient le voir. Le roi Louis XIV l'a visité lui-même, ainsi que d'autres personnalités. Et en fait, pour rendre hommage à cette collection qui a donné lieu au premier muséum qui, lui, a ouvert ses portes en 1777, qui est notre autre ancêtre, eh bien, nous avons réalisé une petite exposition. Elle n'est pas immense, c'est un espace un peu intime. On entre chez Monconi et très vite, on découvre l'aventure des cabinets de curiosité et ça se termine par une sorte de réinterprétation d'un cabinet de curiosité d'aujourd'hui, mais fait à partir des pièces les plus extraordinaires des collections. Là, je dois dire qu'on s'est fait plaisir parce qu'il y a plus de 800 pièces dans cette exposition et on est complètement immergé dans ce qui pouvait être ces cabinets merveilleux du XVIIe siècle. Et alors, il reste maintenant l'exposition temporaire sur le pôle sud qui va bientôt démarrer. Exactement. Alors ça, c'est une autre histoire, mais je dois dire qu'elle se situe dans la même veine que les autres expositions du Musée des Confluences. Donc elle s'appellera « À la conquête du pôle Sud » et là elle nous raconte aussi une aventure humaine, une aventure tragique, mais une aventure qui est à la naissance de la connaissance de l'Antarctique finalement. C'est l'aventure. Deux expéditeurs qui étaient partis. Oui, c'est deux équipes, une équipe anglaise, Scott, et une équipe norvégienne, celle d'Amundsen, qui partent quasiment en même temps et qui arrivent au pôle Sud, mais dans des conditions très très difficiles, puisqu'en fait Scott n'arrivera pas au bout, il y a plein de gens qui vont mourir en cours de route, et on va raconter cette aventure, parce qu'en fait la science, la connaissance, tout ça c'est aussi des aventures d'hommes, des aventures difficiles, mais c'est grâce aussi à ces conquêtes et tout ça qu'on progresse et qu'aujourd'hui on sait ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu que vous avez travaillé pour cette exposition avec un musée de New York et Tout un à musée fait. anglais aussi. Effectivement, on a travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle de New York qui a créé cette exposition il y a quelques années. Et c'est une exposition qui a circulé et que nous avons adaptée au contexte français. Nous avons gardé évidemment les deux équipes, mais nous avons terminé en montrant aussi quelle est l'actualité de ce qui se fait aujourd'hui en Antarctique par la base qui est installée, les recherches actuelles qui s'y font, etc. Mais c'est vrai que là aussi, je crois que c'est important de montrer aussi que le musée des Confluences est un musée installé dans un réseau qui va bien au-delà de la France finalement. On fait des expositions avec nos collègues, on va faire après une exposition en 2016 sur la danse avec le musée de la civilisation de Québec. On a un réseau international et l'idée c'est de pouvoir échanger, faire partager, ouvrir les yeux des gens vers ce qui se passe au-delà de nos frontières. Le monde entier est passionné par l'histoire naturelle, de toute façon. Et oui, et l'histoire naturelle croise l'histoire des sciences et l'histoire des hommes. Oui. C'est notre histoire ne peut pas être déconnectée de ces différentes facettes. Je crois que c'est l'une des grandes leçons de ce musée. Je trouve d'ailleurs que, j'étais pas là à l'époque, mais en 2000, lorsque le terme de musée des Confluences a été trouvé, je trouve que c'est une dénomination absolument génial, parce que on est vraiment dans les confluences des savoirs, des disciplines, des générations. L'idée, c'est de vraiment croiser tout cela. Nous sommes dans un monde de la complexité. C'est un monde difficile, celui que nous vivons. Et si on veut le comprendre, inévitablement, il faut partager ce savoir entre disciplines, entre spécialistes, entre gens, il faut se parler, il faut échanger. Et je crois que c'est un petit peu ça qu'on veut raconter. C'est un petit peu le mal du siècle, qu'il n'y a plus d'échange, les gens ne se parlent pas, ou peu. Mais écoutez, vous avez vu tous les gens qui passent autour de nous, qui n'arrêtent pas de se parler. Et ça, c'est qu'au musée, alors. Mais non, mais le musée est un lieu où l'on veut susciter le dialogue. C'est un lieu d'échange. On a fait plein d'endroits où on peut s'asseoir, où l'on peut se mettre à 2 ou à 3 pour écouter des vidéos, parce qu'en fait, c'est un lieu d'échange entre copains, entre générations. C'est ça qu'on veut favoriser. J'ai toujours été convaincu que le musée devait permettre l'échange. C'est pour ça qu'on a aussi limité les outils interactifs, etc. On a facilité ce qui est de la médiation humaine, parce que il faut qu'on puisse se parler, échanger
se poser des questions. Il faut que les enfants disent à leur grand-père, tiens, comment ça marche, etc. Mais j'ai été content aussi de voir parfois dans un musée comment le petit-fils allait apprendre à sa grand-mère comment on se servait de tel écran interactif, etc. C'est vraiment un échange dans les deux sens et pas seulement des anciens vers les jeunes. Mais par exemple, pour les malvoyants, comment ça se passe pour ce musée ? Alors, ce musée, nous avons voulu travailler dès l'origine avec des équipes qui travaillent sur le handicap à Lyon et même dans d'autres endroits, en essayant de faire en sorte que l'accessibilité, qui est un mot difficile, mais ce soit quelque chose de pris à la source. Et nous avons été très attentifs à ce que tout type de handicap, qu'il soit visuel, sonore, voire mental, soit pris en compte. Alors il est illusoire qu'on puisse apprécier des œuvres picturales quand on est malvoyant, que l'on puisse apprécier un morceau de musique si l'on est sourd, c'est clair. Mais il faut au maximum permettre aux gens de l'échange aussi, c'est-à-dire que quelquefois un voyant va raconter quelque chose à un aveugle en étant le médiateur, en étant presque ses yeux. Ici, on a essayé de faire en sorte que tout soit accessible et qu'il n'y ait pas c'était aussi une demande des associations, qu'il n'y ait pas un parcours spécifique pour X ou Y. Par exemple, d'abord, il y avait eu des pièces qu'on avait mises à toucher, qu'on avait pensé, certains au départ, faire pour les personnes malvoyantes. Mais assez vite, on s'est aperçu que mettre à la disposition de tout le monde des objets à toucher, c'était un véritable plus pour tout le monde. Et donc, on a essayé de faire en sorte que l'accessibilité que l'on offre à des personnes qui ont un handicap bénéficie aux autres. Nous sommes tous des handicapés. Je veux dire, c'est la maman avec sa poussette pour aller dans les rues ou pour aller voir des choses. C'est le petit enfant qui va pouvoir lire un cartel parce qu'il est trop haut, ou la vieille dame parce qu'il est trop bas, etc., etc. Donc ça, c'est un combat, je dirais, de tous les instants pour essayer de faire en sorte de faciliter l'accès et l'échange à toutes les expositions. Mais c'est difficile et on est sûr de ne pas être arrivé au bout de ce que l'on peut faire. Mais il faut que l'on continue à travailler pour améliorer les choses. Bruno Giacomi, sur les 3000 m² de parcours, il y a combien de salles ? Alors en fait, il y en a 4 au niveau permanent, au niveau 2, et il y en a 5 au niveau 1. Et ça fait 9 salles en tout. L'idée, c'est de pouvoir, si vous voulez, avoir une programmation et que toute l'année, il se passera quelque chose. On a parlé des expositions à venir. Il devrait y avoir peu de périodes dans l'année où il y a 3 ou 4 salles de fermées. Ce sera rare. L'idée, c'est de toujours avoir quelque chose de nouveau, sans compter qu'il y a quand même aussi 2 auditoriums, une salle de documentation qui, elle, ouvrira dans quelques mois, et d'autres espaces qui sont aussi des espaces d'échange et de diffusion de la connaissance. En tout cas, vous parlez de ce musée avec fierté. Et amour. Et amour, mais en tout cas, vous avez l'air d'en être fier. Vous avez peut-être un coup de cœur, le truc à ne pas louper dans le musée de la Confluence. Ah là 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 là. C'est dur. On a tous des coups de cœur. On en a parlé hors antenne oui. déjà. C'est vrai, c'est très dur parce que je crois que tout lui plaît, quoi. Ouais, c'est ça. Écoutez, moi j'aime les défis et je dirais que l'une des salles les plus difficiles à faire, c'était celle qui s'appelle Société. Alors moi j'y suis, elle est faite différemment des autres parce que on y mêle des objets contemporains, des objets historiques. Il y a un accélérateur de particules, des cocottes minutes, des appareils de radio, mais aussi des... C'est un millimélo, là. Ah mais oui, mais ce qui c'est la société, quoi. C'est la société c'est dans sa Prévert, complexité. Exactement, mais si vous entrez, si vous regardez, si vous suivez votre parcours tel que vous avez envie de le construire, vous allez découvrir que tous les apparentements, toutes les coïncidences, en fait, vous apprennent quelque chose. Lorsque vous voyez un bouclier africain à proximité de, je ne sais pas moi, des armures de samouraï, vous allez comprendre que, eh bien, les sociétés se construisent aussi sur la guerre.
Lorsque vous allez voir l'accélérateur de particules, ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés, inévitablement, échangent constamment au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre compte de la complexité de la société dans une salle qui est elle-même un peu complexe, mais qui est le reflet. Et en fait, dans cette salle, vous y faites, c'est un peu comme le web, il y a tout. Vous allez y trouver ce que vous voulez, vous y construisez le discours que vous voulez à travers des propositions que nous vous suggérons finalement. Et il y a quand même des pièces absolument magiques, que ce soit je pense, il y a des pièces qu'on a acquises il y a dernières années, il y a un casque spectaculaire de samouraï qui, lorsque des gens voient cette pièce, inévitablement on pense au casque de Dark Vador. Et on a aussi choisi un certain nombre de pièces. Alors. Mais exactement, parce que finalement on s'aperçoit que Star Wars, eh bien, s'il a aussi marqué les gens, c'est parce qu'il se situe aussi sur des fondements historiques qui existent, qui est cette iconographie des samouraïs. C'est-à-dire que notre histoire rejoint notre imaginaire d'aujourd'hui. Je crois que ça, c'est important. Et ça, c'est comme ça qu'on peut parler au public, et je pense qu'il y est sensible. Donc c'est votre chouchou. Oh, c'est l'un de mes chouchous. On n'arrivera pas, si Loïc et Lucas, à savoir quelle salle, quelle pièce. Mais je crois que chaque jour, j'en ai un nouveau. C'est ça qui est difficile, vous comprenez? Ouais. Oui, un jour j'ai un coup de cœur et puis ça change. Je suis comme un... Vous savez, dans ce musée, je suis un peu comme un visiteur. Et j'aime découvrir des choses. Et lorsque, par exemple, un médiateur va me parler d'une pièce ou d'une autre, ou qu'un collègue de passage va monter, il va me révéler derrière telle pièce que je n'avais peut-être pas remarquée jusque-là, une histoire extraordinaire. Et bien, cet objet va devenir mon favori pendant un moment. En tant qu'élève, moi j'aurais bien aimé avoir un prof comme vous. Hein. Ah bah c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai que c'est... On s'ennuierait pas au moins. On aime bien l'histoire. Mais il faut aimer ça aussi. Bah, j'ai toujours aimé ça, effectivement. Vous êtes bien ici? Ah oui, je suis bien. Vous bougez plus là. Oui, je dois dire qu'en plus, nous avons quand même vécu des périodes difficiles parce que ce musée n'a pas ouvert aussitôt qu'on l'aurait souhaité. Ouais. Et je dois dire que nous étions tous très impatients de retrouver le public, impatient et un peu anxieux, parce que vous savez, quand on a vécu quelques années à construire un projet, je ne sais pas si c'est du même ordre que le baby blues qui éprouve les mamans lorsque le bébé est né, mais si vous voulez, à un moment donné, ce musée n'est plus le nôtre, il est le vôtre, il est celui des visiteurs, et je dois dire, c'est quand même un grand plaisir de se mêler à la foule, de les entendre dialoguer et se constituer leurs propres histoires. Eh bien, Bruno Giacomi, ce sera la dernière phrase. On va conclure. Écoutez, moi, je vais conclure par Hélène Lafont-Couturier, qui est directrice du musée, qui nous met dans le dossier du musée. Le musée des Confluences interroge la Terre depuis les origines et l'humanité dans son histoire et sa géographie. Vous êtes d'accord? Mais oui, entièrement bien sûr, d'accord. Bien sûr. Donc, moi, je pourrais conclure également que c'est un édifice unique au monde par son point de vue sur la confluence et son architecture. Projet inédit dans l'univers varié des musées. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un musée pareil. C'est assez unique. C'est unique au monde. Oui. Et surtout initié par le département du Rhône. Et il répond au défi de celui de s'adresser au plus grand nombre. Et ça, on le voit, puisque vous avez, depuis l'ouverture, 100 000 entrées. Oui. Donc c'est la preuve que ce musée, il fallait le faire, il fallait le construire, il fallait l'ouvrir. Oui. Et je crois qu'il s'est ouvert vraiment au plus grand. Et c'est pas fini. Merci Bruno Giacomi, directeur scientifique, de nous avoir accueillis dans ce musée des Confluents qu'on va essayer de visiter rapidement malheureusement. Et nous invitons vivement les auditeurs de Radio Pluriel à franchir comme nous les portes de cet édifice unique au monde. Merci. Et à échanger. Et à échanger. Il faut échanger. Surtout, parler entre nous. Mais oui. Voilà. D'accord. Merci Bruno Giacomi. Merci à vous. Directeur scientifique. Merci à vous.